Allez, on plonge dans une histoire assez incroyable. L'histoire de comment un simple reportage télé, en Belgique, a pu mettre le feu aux poudres et donner naissance à un plan de cyberguerre d'une complexité assez folle. Alors, voilà notre parcours. On va commencer par l'étincelle, cette fameuse tempête médiatique. Ensuite, on verra comment, en réponse, un bouclier juridique a été imaginé, puis comment la défense s'est transformée en attaque avec une arme redoutable, l'épée sémantique. On décortiquera la doctrine de guerre qui se cache derrière et on finira par se poser la question qui tue. Tout ça, c'est du concret ou juste de la science-fiction. Bon, tout commence en novembre 2025. Une seule émission, un seul reportage et c'est tout le pays qui s'enflamme. Ce reportage enquête sur la fraude aux allocations sociales. Mais c'est son titre, Sans boulot, tous fraudeurs, qui agit comme un détonateur. La question est tellement provocatrice qu'elle déclenche une réaction quasi immédiate du public. Et au cœur de l'incendie, il y a cette séquence, ce témoignage. Une femme qui lâche cette petite phrase immédiatement interprétée comme l'aveu d'un chômage choisi, presque confortable. C'est le point de rupture. Pour bien enfoncer le clou, le reportage balance un chiffre, 3 000 euros. C'est présenté comme le revenu mensuel du ménage. Et ce chiffre, il est parfait pour ça. Créer un sentiment d'injustice et dresser les travailleurs précaires contre les allocateurs sociaux. Et attention, ce reportage n'arrive pas n'importe quand. On est à quelques semaines à peine d'une réforme massive et très impopulaire du chômage qui s'apprête à priver des milliers de personnes de leurs allocations. Le timing est parfait. Pour les détracteurs du reportage, ce n'est évidemment pas une coïncidence. Ils y voient une technique de communication bien connue, l'amorçage ou priming. L'idée, c'est de préparer le terrain psychologique pour faire accepter des mesures d'austérité en présentant les personnes visées comme des profiteurs. C'est subtil et c'est redoutable. Face à cette tempête, la première riposte des activistes, ce n'est pas une attaque frontale. Non, c'est une tentative de construire un abri, une véritable forteresse juridique. Ce bouclier, il a un nom un peu barbare, l'économie contributive provisionnée. Son but est de résoudre un problème bien réel et absurde du système, ce qu'on appelle le piège institutionnel. Vous savez, quand le fait de gagner un tout petit peu d'argent vous fait perdre bien plus en aide sociale. Alors, comment ça marche ce bouclier? L'idée est plutôt astucieuse. Au lieu d'argent, on reçoit des crédits. Ces crédits sont bloqués dans un fonds, ce qui les rend totalement invisibles aux yeux de l'État. En théorie, ça permet d'accumuler de la valeur sans que ce soit considéré comme un revenu et donc sans perdre ses droits sociaux. Sauf que, voilà, se défendre, c'est une chose. Mais très vite, cette posture défensive va laisser place à une idée beaucoup plus radicale. Et c'est là que tout bascule. On passe de la défense à l'offensive. C'est la naissance d'un projet de guerre sémantique total, le projet TSR Ibomba. Le changement de paradigme est total. Le but n'est plus de se protéger, mais d'attaquer. D'attaquer et de démanteler la crédibilité de ceux qui produisent le discours dominant, les journalistes et les médias. Et le plan d'attaque est d'une précision chirurgicale. L'idée, c'est d'utiliser les techniques de référencement sur Internet pour souder de façon quasi permanente les cibles à des concepts ultra négatifs. Par exemple, associer le nom du journaliste à désinformation ou le nom du média à mépris de classe. Mais attention, il ne s'agit pas juste de créer un bad buzz. Derrière ce plan, il y a une véritable doctrine, un mélange hyper sophistiqué de stratégie militaire, de maths et d'informatique de pointe. Le premier pilier de cette doctrine vient tout droit de l'armée prussienne du 19e siècle, l'Auftragstaktik. En gros, le commandement central donne l'objectif, l'intention, par exemple détruire la crédibilité de la cible, et laisse une liberté totale aux unités sur le terrain pour y parvenir. C'est ce qui permet d'être ultra rapide et adaptable. Le deuxième pilier, c'est la théorie du chaos. L'effet papillon, ça parle à tout le monde. Et l'idée, c'est qu'une toute petite action, un seul article de blog bien placé, par exemple, peut déclencher une réaction en chaîne incontrôlable, un véritable ouragan qui va balayer la réputation de la cible. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'arme en elle-même, le SEO sémantique. Là, on va beaucoup plus loin que de simplement manipuler les résultats de recherche. L'objectif, c'est de réécrire la base de connaissances de l'intelligence artificielle de Google, de lui apprendre, comme un fait, que tel sujet, Christophe de Borsou, est un prédicateur désinformateur. Et voilà à quoi ça ressemble quand on assemble toutes les pièces du puzzle. Une véritable armée numérique, structurée comme un état-major prussien, conçue pour un maximum d'efficacité et de rapidité. Bon, tout ça a l'air redoutable, mais aussi complètement fou. Ça sonne presque comme de la science-fiction. Alors la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que ça peut vraiment marcher?
Pour y répondre, revenons un instant en arrière, sur le projet défensif, ce fameux bouclier. À l'époque, il était vendu comme une forteresse juridique absolue, une arme nucléaire contre le fisc. Sauf que, un audit juridique et fiscal a été mené, et ses conclusions sont dévastatrices. Le projet est qualifié de non-sens juridique, il viole la loi, il est même dangereux pour ceux qui l'utiliseraient. Le verdict est sans appel, c'est totalement irréalisable. Les auditeurs avancent alors une hypothèse assez vertigineuse. Et si ce projet n'avait jamais été destiné à fonctionner? Et s'il s'agissait en fait d'une œuvre de design fiction, une sorte de performance artistique pour dénoncer l'absurdité du système par l'absurde? Et c'est ça qui nous amène à la question finale. Si le bouclier n'était qu'une fiction politique, alors que penser de l'épée, de la Tsaré Bomba? Est-ce qu'on est face à un véritable manuel pour la guérilla numérique de demain, ou est-ce que c'est, là encore, une provocation brillante, une fiction conçue pour nous faire réfléchir aux nouvelles formes de la guerre de l'information? La question, pour l'instant, reste ouverte.